Le choix du terrain est soufflé par l'impératrice douairière à son fils Nicolas II. Le tsar Nicolas II a donné le terrain que son grand-père avait acquis lors de ses séjours à Nice, la fameuse villa Bermond, qui était entourée d'un immense parc, d'un grand espace, donc il y avait de la place. Un terrain dont la valeur sentimentale est inestimable pour le tsar Nicolas II, puisqu'il porte le mausolée de son oncle, le tsarévitch Nicolas Alexandrovitch, décédé ici même 38 ans plus tôt. Mais ce nouvel emplacement a d'autres contraintes. Il faut dans un premier temps raser la villa qui se trouve dessus. Et ce n'est pas tout. Une série de sondages, jusqu'à 20 mètres de profondeur, révèle une succession de matières hétérogènes, gypse, argile, sable et gravier, qui menacent la stabilité de l'édifice. Face à ce problème, Nicolas II n'a pas voulu changer d'un iota le projet qui avait été préparé par Preobrazhensky, parce qu'il avait été approuvé par le Saint-Synode, il avait été approuvé par tous ses prédécesseurs, et donc il a dit qu'il sera exécuté tel quel. L'architecte va donc chercher à augmenter l'empattement des fondations, tout en conservant l'aspect de l'édifice. Reste un problème de taille. Le terrain n'est plus situé à un angle de rue, mais au fond d'une impasse. Après de nombreux plans d'études préparatoires et de longues réflexions, la cathédrale va être orientée en direction du nord-est, faisant perdre ainsi son utilité à l'un des escaliers, dont le porche va être condamné. En voyant le bâtiment de 3/4 à 45 degrés, on comprend tout, on voit tout. Même si un des escaliers est victime de cette nouvelle implantation, le hasard a fait que cette rotation présente le monument d'une façon très riche, très variée. Le 25 avril 1903, les travaux peuvent enfin commencer. Là, on rentre dans un chantier qui est gigantesque. Les toutes premières années du chantier se déroulent plutôt bien parce qu'on arrive à tenir les délais, on construit les fondations, la crypte, le soubassement. En 1905, alors que le bâtiment construit en pierre de taille s'élève déjà à mi-hauteur, de nouveaux événements vont perturber l'avancée du chantier. Cette fois, ils sont historiques. Malheureusement, le planning de la construction, il est perturbé par la guerre du Japon qui va durer jusqu'en 1905. Il y a la révolte matée très sévèrement à Saint-Pétersbourg qui pose un problème politique majeur aux jeunes de tsar Nicolas II. Donc le chantier est carrément arrêté, faute d'argent. En 1908, le chantier reprend enfin grâce à un don personnel du tsar d'une valeur de 700 000 francs or. Une somme colossale à l'époque. Il reste cependant nécessaire de diminuer les coûts pour mener le projet de la cathédrale à son terme. On avait des problèmes financiers, on a laissé passer les années et le béton armé apparaît comme la solution miracle pour rattraper le temps passé et pour arriver à diminuer les coûts. Pour la première fois en France, sur une église orthodoxe, les ingénieurs vont mettre en œuvre un procédé très novateur. Ils imaginent une ossature en béton armé dont la technique vient de faire ses preuves sur le chantier de l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris. Dans le cas de la cathédrale, l'avantage du béton armé, c'était de prendre appui sur la première partie qui avait été faite, c'est-à-dire les soubassements et à mi-hauteur des murs. Et donc on a fait des voiles, des coques, des voûtes, des poutres, toutes sortes d'ouvrages, comme une cloche posée sur le socle en pierre. L'ossature en béton armé posée sur le volume central en pierre de taille permet à elle seule de supporter la charge de 5 tambours, eux-mêmes réalisés en béton, ainsi que la carcasse métallique des bulbes et leur couverture en tuiles. Pour une église de style vieux-russien, c'est un peu une injure d'utiliser le béton armé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on ne va pas le voir. L'architecture en béton armé, dans le cas de cette cathédrale, c'est une ossature, un squelette,
sur lequel on vient greffer de la chair. Et la chair, ce sont tous les matériaux visibles, décoratifs et autres. Et bien malin, qui peut savoir où s'était arrêtée la première tranche. Afin de masquer l'ossature en béton, l'emploi d'une dizaine de matériaux différents comme la pierre de taille, la brique ou la céramique sont assemblés minutieusement comme parements. Un nouveau défi pour les architectes locaux qui mettent en œuvre les plans de Preobrazhensky. C'est un édifice très richement décoré. On a voulu soigner cette décoration extérieure et donc on va choisir des matériaux avec des couleurs claires ou des couleurs très vives qui vont se marier avec le bleu du ciel qui est presque permanent. Les majoliques brillantes turquoises, ça c'était fait en Italie. Les écailles des bulbes, ça a été fait à Lyon. La brique vient de Rhénanie, en Allemagne. La pierre blanche vient de Lens. On a mobilisé pratiquement des sources de toute origine d'Europe et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour conserver durablement l'état des matériaux de la cathédrale et protéger les façades des intempéries, un ingénieux système de collecte des eaux pluviales est mis en place. La grande réussite pour la collecte des eaux pluviales, c'est de les avoir cachés, masqués, intégrés dans le bâtiment. Il y a des petites bavettes en plomb laminées qui courent le long des corniches qui sont indécelables. Sous le premier rang de tuiles, à la naissance des dômes, dans la toiture et le long des corniches, de petits chéneaux en plomb laminé, sorte de gouttières invisibles depuis le sol, recueillent l'eau de pluie. Elle est ensuite drainée dans des descentes cachées à l'intérieur des maçonneries. Là, on a vraiment gommé toute trace de collecte d'eau pluviale et les façades, évidemment, s'en ressentent parce que pas de coulure, pas de traces. Donc là, c'est une très grande réussite sur le plan technologique. Après 9 ans de travaux et de nombreux rebondissements, la cathédrale est enfin achevée dans le respect des plans originaux. Le chantier de la cathédrale a été épuisant. 5 architectes se sont succédés. Il y a eu des échanges très tendus entre les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs, les autorités aussi. Et en dépit des découragements, en dépit des contraintes, Preobrazhensky toujours droit dans ses bottes, qui ne cède sur rien, qui épuise tout le monde, mais qui arrive à ses fins. Lors d'une exceptionnelle cérémonie, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice est inaugurée le 17 décembre 1912. Va être quand même subjugué par les proportions, l'élancement avec cette coupole centrale et ces 4 coupoles latérales. Et puis à l'intérieur, là, on a un peu le souffle coupé devant la monumentalité, la hauteur du centre de cette cathédrale et par la richesse ensuite de son mobilier, évidemment. Notamment cette iconostase en bois doré recouvert de bronze et de cuivre ciselé, importé de Russie. Au mur, sur les piliers et les voûtes, les décorations florales sont inspirées de l'Art nouveau et de l'Art déco. On ne peut pas nier que c'est une absolue réussite. Peut-être que le plus grand défi n'est pas un défi architectural ou structurel. Le plus grand défi, c'est d'avoir réussi à faire admettre cette cathédrale orthodoxe comme faisant partie intégrante du paysage niçois. La cathédrale orthodoxe de Nice a été bâtie à l'image de son temps, celui d'une période qui oscille entre tradition et modernité.